Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la fraîche. Comment vas-tu ce matin? Ça va? À la forme. Ouais. L'actualité internationale nous emmène où? Aux États-Unis, où une personnalité assez, comment dirais-je, controversée, si on peut parler ainsi, nous a quittés il y a 2 jours. Il s'agit de Orenthal James Simpson, plus connu sous le nom de O.J. Simpson. Alors, quand on regarde dans les médias, c'est vrai, O.J. Simpson aura eu, à mon avis, deux vies. Il aura eu une première vie qui est une vie de carrière sportive exceptionnelle. Il faut savoir que dans l'histoire du sport aux États-Unis, O.J. Simpson est le premier noir à devenir une véritable star nationale. Avant lui, il y avait des stars, que ce soit des sportifs et des artistes, mais il ne faisait pas l'unanimité, c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à transcender les races. Or, O.J. Simpson, durant les années 70, était l'une des personnalités préférées des Américains, et à travers... grâce à ses exploits sportifs, il va parvenir à conquérir, si tu veux, le cœur des Américains. Et donc ça, c'est la première partie. Et malheureusement pour lui, lorsqu'il va mettre un terme à sa carrière et il va entamer une deuxième vie, qui va aussi très bien commencer comme commentateur et comme acteur, celle-ci va être brusquement stoppée par une affaire de meurtre. Et on va essayer de revenir un peu là-dessus pour essayer de comprendre un peu comment est-ce que O.J. a évolué et dans quelles circonstances un peu cet événement-là tragique s'est produit et comment est-ce que ça a considérablement détruit le reste de sa vie. Il faut savoir que Orenthal James Simpson, il était né le 9 juillet 1947 à San Francisco. Alors, il est le troisième d'une fratrie de 4 enfants. Il a un grand frère, une grande sœur et une petite sœur. Et lui, il est né donc, comme je l'ai dit, à San Francisco. Sa maman travaillait dans un hôpital. Elle faisait un peu de l'administration. Et son papa était gardien de banque. Alors, très jeune, ses parents vont se séparer. O.J. n'avait que 2 ans. Pourquoi? Parce que son père biologique va... mener une double vie. La nuit, il était drag queen. Et puis, il va découvrir... Ah bon? Oui. Et le papa va découvrir qu'en fait, il n'était pas hétéro, il était homosexuel. Et c'est la raison pour laquelle il va divorcer de sa mère. Et donc, lui va mener cette vie d'homosexuel. Et il mourra même en 1986 atteint du VIH-Sida. Alors donc, O.J. va être élevé par sa mère. Et donc, comme toutes les femmes célibataires qui ont 4 enfants à charge, il n'a pas eu une enfance facile. Il va même passer par une petite case prison, un peu par une maison de redressement pour mineurs. Et puis, au sortir de là, en fait, en prison, il va croiser, il y a des sportifs, des sportifs qui font souvent le tour des prisons pour mineurs pour essayer de parler aux jeunes et tout ça. Et il va tomber sur l'un d'entre eux qui va évidemment, détecter que O.J. avait une certaine potentialité. Et donc, pour le sortir, si tu veux, de l'univers de violence dans lequel il était, parce qu'il avait même intégré un gang local, il va l'amener chez une star afro-américaine de l'époque qui avait réussi dans le baseball. Et cette star-là va lui parler, lui faire visiter sa maison, lui montrer un peu son style de vie. Et le jeune O.J. va être frappé par ça. Il va donc décider que lui aussi, il allait utiliser le sport pour essayer de s'en sortir, et c'est ce qu'il va faire. Et donc au collège, il va évidemment embrasser la carrière du football, et il va occuper le poste de running back. Alors, il faut savoir que dans le football américain, je fais grosso modo, il y a 3 équipes dans une équipe. Vous avez l'attaque, vous avez la défense, vous avez ce qu'on appelle l'équipe intermédiaire. Et en attaque, vous avez 2 postes qui sont les plus importants. Le premier poste, c'est le quarterback, c'est un peu le capitaine, c'est celui qui organise l'attaque, mais son fidèle lieutenant, celui qui est chargé de mettre des points, d'engranger des yards, comme on dit, c'est le running back. Et O.J. Simpson va véritablement révolutionner ce poste-là. Et donc, dès le collège, il était déjà une star nationale, notamment lorsqu'il était même à l'université de Caroline du Sud, l'USC. Il jouait pour les Trojans. Et là-bas, il va se révéler comme véritablement un athlète extraordinaire. Et donc, à partir de là, très vite, les choses vont s'accélérer pour lui, parce qu'à partir de l'année 1969, il sera même inscrit au premier choix de la draft de la NFL. Et donc, à partir de là,
il va intégrer la NFL et il va jouer pour les Bills de Buffalo. Alors, les 3 premières saisons de O.J. Simpson vont être assez compliquées. Parce que certainement il avait du mal à s'adapter, mais à partir de 1972, et c'est là où il va commencer véritablement à s'illustrer comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, puisque cette année-là, il va être le premier joueur à dépasser les milliards au cours d'une saison. Et en 1973, il va être le premier joueur à dépasser les 2 milliards au cours d'une même saison. Et donc à partir de là, O.J. Simpson va obtenir le titre de meilleur joueur de la saison et il va rentrer notamment dans la légende du football américain puisqu'à 5 reprises il sera sélectionné au Pro Bowl et il sera également intégré dans la meilleure équipe de l'année durant 5 années consécutives entre 1972 et 1976 et il fera partie de la meilleure équipe de tous les temps des années 1970 et il terminera évidemment sa carrière à San Francisco en 78 et en 79. Lorsqu'il mettra un terme à sa carrière en 79, il sera intronisé au College Football Hall of Fame en 83 et au Pro Football Hall of Fame en 85. Et donc, il est considéré à cette époque-là comme l'un des meilleurs joueurs à son poste de l'histoire. Et à partir de là, quand il terminera sa carrière sportive, il va embrasser une carrière tout aussi prestigieuse que de commentateur sportif et d'acteur, puisqu'on le voit même dans l'une des séries, l'un des films qui avait fait tabac à l'époque, c'était Police Academy par exemple. Donc, on a O.J. Simpson qui, évidemment, sa reconversion semblait avoir véritablement bien démarré et tout va se gâter en 1994 lorsque son ex-femme, qui s'appelait Nicole Brown Simpson, est retrouvée assassinée en compagnie de son ami et amant de l'époque, Ronald Goldman. Et donc, à la suite de ce double assassinat, tout va s'enchaîner pour O.J. Simpson. Lorsqu'il va être convoqué à la police pour essayer de justifier, parce que c'est comme ça la procédure, on essaie de voir dans l'entourage qui pourrait être responsable et donc, malheureusement pour lui, O.J. va refuser de se présenter à la police et donc il va y avoir une course-poursuite à travers Los Angeles. Cette course-poursuite-là va être même filmée. Plus de 65 millions d'Américains vont suivre en direct comment est-ce que la police poursuivait O.J. Simpson et va donc l'arrêter. Et à l'époque, son père, son avocat n'était autre que le père des filles Kardashian. Bon, bref, ça c'est une autre parenthèse. Et donc à partir de là, il va être arrêté et il va être poursuivi pour le meurtre de son ex-femme, Nicole, et de son amant. Et donc, à partir de là, en 1994, donc, son procès va avoir lieu. Il va durer 9 mois. Mais c'est un procès, il était poursuivi au pénal. Mais c'est un procès qui était assez controversé dans la mesure où il faut bien comprendre que dans le système pénal américain, lorsque vous êtes poursuivi, vous avez un juré. Et dans le juré dans le juré du procès au pénal contre O.J. Simpson, il n'y avait que des Noirs. D'accord ? Il n'y avait que des Noirs et donc les Noirs vont l'acquitter. Même si, lorsque l'on regarde encore les éléments aujourd'hui, il y a quand même de très fortes chances que ce soit lui qui soit l'auteur. Pourquoi ? Il y avait un certain... Pourquoi par exemple, tu dis ça, Jean-Paul ? Parce que tu as mené l'enquête avec lui ? Oui, je n'ai pas mené l'enquête, mais j'avais resuivi le procès. C'est-à-dire que, son ex-femme et son amant ont été tués par plusieurs coups de couteau. Or, les couteaux qui avaient été employés, quand on regarde la taille, etc., O.J. Simpson avait les mêmes couteaux chez lui. C'est pas une raison ? Et les couteaux en question ont disparu, on ne les a jamais retrouvés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, non, on va d'abord des preuves lointaines jusqu'au plus machin. La deuxième chose, c'est que le meurtrier avait laissé des empreintes de pas sur le sol. Et la taille de ces empreintes correspondent, et les empreintes aussi correspondent à une paire de chaussures que O.J. Simpson avait. On n'a jamais retrouvé cette paire de chaussures jusqu'à aujourd'hui. La troisième chose, c'est que le meurtrier aussi avait une paire de gants. Et cette paire de gants-là, on a retrouvé un seul gant. Et le deuxième gant n'a jamais été retrouvé aujourd'hui. Or, on a plusieurs preuves que O.J. Simpson avait la même paire de gants, puisque lorsqu'il commentait les matchs à la télé, lorsqu'il faisait froid, il portait cette paire de gants-là. Il n'a jamais pu apporter aux enquêteurs l'autre paire, enfin la paire complète de gants. Il ne l'a jamais fait. Et puis, la dernière chose, et qui, à mon sens, totalement l'incrimine, c'est qu'il n'a jamais pu apporter la preuve de l'endroit où il se trouvait au moment où le double meurtre était commis. Parce que toutes les personnes, toutes les versions qu'il a données n'ont jamais corroboré. Mais pourquoi il était acquitté alors ? Parce que, c'est intéressant.
Nous sommes en 1994. Tu es du mauvais côté, Jean-Paul. Non, je ne suis pas du mauvais côté. Non, je ne suis pas du mauvais côté. Quelqu'un qui a été acquitté, tu veux revenir pour dire qu'on l'a accusé. C'est pas normal. Non, je vais te montrer. Peut-être c'était une machination. Non, c'était pas une machination. Comment ça? Qu'est-ce que tu en sais? Mais je te réponds, non. Tu me poses la question. Non. Je te réponds. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, et c'est là où les limites du système judiciaire américain, c'est que lorsque vous avez atteint un certain niveau financier ou un certain niveau de starification, vous êtes en capacité de pouvoir sortir du système. D'accord? De pouvoir vous en sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en 1994, lorsque l'on ouvre le procès d'O.J. Simpson, on est 3 ans après l'affaire Rodney King. Tu te rappelles ce taximan noir-là qui avait été tabassé par 8 policiers blancs à Los Angeles. Et le fait que ces policiers-là avaient été poursuivis, puis avaient été acquittés parce qu'il y avait un jury totalement blanc qui avait dit que les policiers n'avaient rien fait de mal, cela avait déclenché les plus graves émeutes meurtrières que Los Angeles ait connues de toute son histoire. Ces émeutes-là avaient fait plus de 4 mois et avaient entraîné plus d'1,5 milliard de dégâts. D'accord? On n'avait jamais vu les Noirs en colère comme ça depuis la mort de Martin Luther King en 1969. Et donc, si tu veux, l'opinion publique, puisque c'est aussi un procès qui passionnait les Américains parce qu'il divisait, notamment sur la question raciale. Il ne faut pas oublier que Nicole Brown Simpson était blanche. D'accord? Et donc ça, il s'agissait du double meurtre de 2 blancs par un noir. Et donc cette question-là, il y avait cette réminiscence de l'affaire Rodney King dans l'esprit des Américains. Et donc c'est la raison pour laquelle, pour éviter que l'on dise que on ait fait un mauvais procès ou qu'on n'ait pas donné la chance à O.J. Simpson, ils se sont arrangés, à mon avis, à ce qu'il y ait qu'un juré noir. Et ce juré noir-là, je ne pense pas qu'individuellement, aucun d'entre eux n'aurait voulu être responsable de celui qui aurait responsable de l'emprisonnement de O.J. Simpson. Tu veux dire que le système juridique, voilà. Le système juridique californien, parce que aux États-Unis, il y a la superposition juridique. Oui. Ça, c'était un procès qui s'est passé rien que dans le système juridique californien. Ça n'a pas été porté à la Cour suprême. Non, pas du tout. Non. Ça n'a pas été porté à la Cour suprême. C'est resté dans le système juridique californien. Voilà. Ça veut dire que pour toi, le système juridique californien a préparé la société américaine pour que O.J. Simpson sorte de là. Exactement. Acquitté. Oui, parce qu'il craignait. Pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Parce qu'en 1994, en dehors de O.J. Simpson, s'il y avait une star tout aussi importante dans le monde, c'était Michael Jackson, noir. D'accord? Et donc, pour eux, il était inacceptable qu'après l'humiliation qu'on ait fait subir à Rodney King, puisqu'à l'époque, il faut savoir qu'on va faire appel, et ce n'est qu'en appel que les 8 policiers vont être ensuite condamnés. Mais pour les Noirs américains, ils avaient vécu ça comme une véritable humiliation. Et donc, pour éviter que le pays ne s'embrase ou que l'État ne s'embrase une seconde fois. L'affaire O.J. Simpson, c'est une réparation à l'affaire Rodney King. Exactement. Non, Jean-Paul, je ne suis pas d'accord. Les deux sont liés. Non. Parce qu'il faut bien... Non, non, pas du tout. Mettons-nous dans le contexte de l'époque. Je dis bien... Oui, je comprends le contexte. Donc, le contexte était particulièrement très tendu. Et donc, pour éviter que la Californie ne s'embrase ou que les États-Unis ne s'embrasent une seconde fois, on a organisé le procès de telle sorte que O.J. Simpson puisse l'emporter. Mieux encore, 3 ans plus tard, en 1997, pour le même double meurtre, O.J. Simpson est poursuivi cette fois-ci au civil. Et là, il perd. Il est reconnu coupable. Et il est donc condamné en réparation à payer 33,5 millions de dollars aux familles de Nicole et de Robert, donc de Madame Brown et de Monsieur Goldman. Est-ce que tu vois? 3 ans plus tard, pour les mêmes faits, on apporte les mêmes preuves. Au pénal, il est innocent. Au civil, il est coupable. Donc, comme au civil, il n'allait pas en prison, il allait juste payer des réparations, des dommages et intérêts. Donc ça, on a admis qu'il soit coupable. Donc pour moi, c'est clair. Pour moi, il y a de très fortes chances que O.J. Simpson ait pu commettre... Il y a de très fortes chances. Oui. D'accord, ok, il faut parler comme ça, mais il ne faut D'accord. pas dire qu'il est coupable. Parce que la justice américaine l'a déjà acquitté. Puisqu'en 1997, il était au civil, il a été reconnu coupable. Au civil, même si au pénal... Dans la situation comme ça, c'est quand la justice américaine veut remplir ses caisses. Bon, non. Ils te font payer des réparations énormes. Je suis d'accord, pour les frais de... Donc, à partir de là, évidemment, donc, après ce procès au civil de 97, bon, il ne paiera pas évidemment les 33,5 millions de dollars puisqu'il ne les avait plus. Il ne les avait plus. Il va évidemment entrer dans une forme de déchéance. En 2001,
on va retrouver, malheureusement encore, il va refaire la une des journaux parce qu'il va être poursuivi pour avoir, pas en 2007, pardon, il va être de nouveau défrayer la chronique parce qu'il va être poursuivi pour vol à main armée et enlèvement. C'était à Las Vegas. Eh ben, il avait été accusé d'avoir voulu, en réalité, il y avait un particulier à Las Vegas qui mettait aux enchères certains objets personnels d'O.J. Simpson. Alors ce monsieur les avait acquis de manière totalement légale parce qu'il faut savoir qu'une fois qu'O.J. Simpson était sorti de son premier procès, il était ruiné. Et donc les avocats, pour pouvoir payer faire face à ses charges, avait donc vendu certains de ses biens. Et c'est comme ça que ça s'était retrouvé chez ce particulier-là qui avait décidé donc, lui aussi, parce qu'aux États-Unis, c'est un marché qui est très, très florissant, le marché des objets de valeur, donc des objets qui ont appartenu à des célébrités. Et c'est ainsi que, parmi ces objets-là, il y avait une bague de champion qui avait appartenu à O.J. Simpson. Et donc, lui, il avait voulu tout simplement les récupérer, puisqu'il n'avait pas les moyens de racheter ça. Et dans un accès de colère, il a brandi une arme, il a essayé de récupérer, il avait séquestré le propriétaire de cet objet-là. Ensuite, il va être donc arrêté par la police et il sera condamné à 33 ans de prison, donc en 2008. Bon, mais étant donné son état de santé, il sera libéré le 1er octobre 2017 et les restrictions de liberté conditionnelle seront totalement levées le 1er décembre 2021 en raison de la maladie, donc du cancer dont il souffrait et qu'il aura malheureusement emporté il y a 2 jours. Merci Jean-Paul qui revenait sur la triste histoire de O.J. Simpson ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Nous on va en musique et on se retrouve juste derrière. Restez connectés. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.